Bonjour, bienvenue à C2G Talk, une série d'entretiens avec des professionnels éminents et des leaders d'opinion qui visent à explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Mark Turner, conseiller communication senior de l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, et je suis aujourd'hui avec Amy Lawyers, qui est la directrice générale de sciences de la durabilité chez Microsoft, qui a pris un rôle proéminent au cours des dernières années pour explorer le potentiel de l'élimination du CO2. Elle a avant été directrice exécutive de Future Earth, un réseau mondial de scientifiques, de chercheurs et d'innovateurs qui collaborent au service d'une planète plus durable. Elle a également été directrice assistante de la résilience pour le climat et l'information du bureau du président à la Maison Blanche. Elle a été manager du programme sur l'environnement de Google et elle a également conduit le programme de Union of Cancer Scientists in California. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Commençons par une question simple. Qu'est-ce que la direction de la science de la durabilité chez Microsoft signifie? Notre aide les entreprises à remplir leur mission sur la durabilité et elle s'articule, notre mission, autour de trois axes, trois volets. Le premier, c'est d'apporter un soutien aux opérations de nos entreprises. On a des grands engagements pour être négatif en carbone et être positif en eau et positif en utilisation de la terre, et également d'avoir zéro déchet, tout ça à l'horizon 2030. Pour ce faire, nous voulons être dirigés par la science, nous voulons nous assurer que nos stratégies sont bien guidées par la science. On a également la durabilité des industries. On a des, donc on a des industries qui font des partenariats dans le monde entier, et dans ce contexte, on veut également nous assurer que l'on développe les bons outils en travaillant auprès de nos clients et avec nos clients pour apporter, pour rassembler la technologie et la science dans ces solutions. Et troisièmement, c'est de créer les bonnes conditions, des conditions propices, que ce soit dans la politique, mais également de faire avancer les questions scientifiques, de faire avancer de nouvelles technologies dans un espace qui dépasse Microsoft, et également faire en sorte que des normes soient fixées. Il faut travailler pour ceci avec les communautés qui sont en dehors de Microsoft pour être sûr que euh, les conditions propices nous permettent d'atteindre tous ces buts. On pourrait peut-être parler un peu plus du contexte. Ça a été des mois un petit peu difficiles pour le climat international, pour cette collaboration sur le climat. On a vu donc le récent sommet des Nations Unies sur le climat en UJ, et qui a souligné surtout un sentiment croissant d'injustice de la part des pays en développement, car ils souffrent d'une crise qu'ils n'ont pas créée, et ce qui porte préjudice à leurs objectifs de développement. Parallèlement à ceci, il y a des progrès qui ont été constatés sur la perte et les dégâts, mais il n'y a pas eu de grands progrès sur l'atténuation et sur la réduction des émissions de carbone. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour veiller à ce que les objectifs climatiques et les objectifs de développement travaillent ensemble au coude à coude, et ceci d'une façon équitable? Je crois que ça a vraiment été la question tout au long de cette question de l'équité est au centre, c'est le thème central de, de la lutte contre climatique, c'est-à-dire de voir les inégalités qu'il y a dans le monde, qui est responsable, qui porte cette responsabilité principale et qui est le plus vulnérable. Ce n'est pas un nouveau sujet, mais ça réémerge, pour ainsi dire, dans notre discussion. Et avec une plus grande force d'ailleurs, parce que nous vivons les impacts du changement climatique d'une manière beaucoup plus intense depuis quelques années. Et donc, c'était inévitable que ça ressorte d'une façon aussi, je dirais, dramatique, et de beaucoup de façons. Ça a été vraiment la racine de mon travail de doctorat, de ma thèse il y a longtemps, et ma motivation pour me mettre dans ce domaine, c'est-à-dire de voir comment on fait face à ceci à ces questions au niveau mondial. Et il n'y a simplement pas une seule réponse, c'est une réponse simple, mais je pense ce qui est essentiel, c'est la direction qu'on doit prendre, et on commence à aller vers la reconnaissance que ces questions d'équité, de justice sociale ne sont pas séparées des défis principaux que pose le climat.
Et il faut que ces questions soient intégrées et dedans. Il ne faut pas que ce soit à part, que ce soit cloisonné, il ne faut pas que ça vienne après, mais il faut véritablement que ça fasse partie de tout ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'adaptation, il faut penser à la question de la perte et des dégâts. Et tout ceci, toutes ces questions doivent être intégrées dans les questions d'équité également. Et chez Microsoft, nous avons un programme de justice d'équité sociale au sein de notre travail principal sur la durabilité. Et également, une personne comme moi, par exemple, a comme but, et avec mon équipe, bien entendu, de voir où est la science d'intégrer la science dans tous nos programmes. Notre programme de justice environnementale utilise la justice sociale dans tous nos programmes pour voir qu'il y a des bonnes innovations dans les fonds d'innovation, voir qu'il y a des investissements dans notre travail, de voir comment on achète des énergies renouvelables et comment tout ceci est intégré donc dans le programme principal. Et j'aime beaucoup mon travail, en particulier parce qu'à Microsoft, on a véritablement ces valeurs au cœur de notre travail. On va voir comment ensuite on va rendre des comptes sur ceci. Et donc, quand on intègre tout ceci à cette profondeur, c'est vraiment très important. Et je pense que nous avons déjà fait beaucoup de progrès, si l'on voit là où l'on était il y a 20 ans sur ces questions, sur les questions climatiques. Et on entend de plus en plus des experts climatiques et même des décideurs politiques qui parlent de ceci. Mais parallèlement à cela, il y a beaucoup de pays du Nord global qui sont face à des pressions financières croissantes, donc des entreprises de ces pays du Nord global qui sont face à cela. Est-ce que vous voyez encore un niveau de soutien, d'aide pratique ou une volonté croissante et réelle des personnes des pays du Nord global d'aider et de contribuer et d'aider les pays en développement à assurer la transition dont ils ont besoin pour faire face aux conséquences des pertes et des dégâts et qui ont après tout été surtout provoqués et causés par des activités développées dans le Nord global? Est-ce que vous voyez cette conversation sur la justice qui est véritablement mise en action? Est-ce que le geste est joint à la parole ou est-ce que, et c'est bien sûr le temps nous est compté. Oui, bien sûr, la situation financière à l'échelle mondiale est un grand défi pour tous les aspects de la société. Je pense que je ne pense pas, pardon, on pense uniquement à l'espace climatique, au monde de la durabilité comme une crainte, mais ça ralentit peut-être la façon de penser à différentes choses dans différents domaines, mais c'est encore au centre des grandes entreprises mondiales et en tout cas c'est au centre de l'activité de Microsoft. Je pense que l'un des défis est que on sait qu'il faut intégrer les questions d'équité dans les politiques et reconnaître que les entreprises mondiales doivent faire face à ces questions de l'adaptation, des pertes et des dégâts et que c'est vraiment central. L'un des défis pour nos exploitations, c'est que, et pour mettre tout ceci en pratique, c'est que le défi de quantifier et de mettre des paramètres pour calculer l'adaptation et les pertes et dégâts, et donc c'est de les poser, et il faut les distinguer de l'aide au développement. Et je crois que ça ralentit les défis de l'investissement et l'adaptation. Euh, et même, on voit que même la Banque mondiale ou la philanthropie ou le secteur privé a pu limiter notre capacité à intégrer ceci d'une façon efficace. Et je pense que ça limite la capacité à réfléchir d'une façon productive à la façon dont on peut faire face et répondre aux pertes et dégâts. Car il y a le spectre de ce qu'est l'aide au développement et ce qui est effectivement cette contribution pour les pertes et les dégâts liés au climat. Et la science a fait des avancées incroyables dans notre capacité à attribuer un événement, un épisode, à un événement climatique ou
au That's not pourcentage de necessarily changement as climatique contributing et ce to n'est pas la même impact, chose que right? So the impact d'attribuer also has to do with our l'impact. vulnerability. It has to do with Right. L'impact where the est également decisions lié à la are where they're developed. vulnérabilité, And aux how much more décisions qui ont été likely that have prises, been aux endroits qui ont été versus the développés kind of ou our pas lack of et development. donc And so c'est the ability to actually voir put ce qui these pu se variables produire en together raison d'un manque de offset développement. Donc je to pense a que certain la effect vraiment versus others. la And even capacité à adaptation within there attribuer les dégâts à un is certain integrated into événement et policy même à and investment l'adaptation, strategies. And doit so I être think that intégrée dans les politiques that et les sort of stratégies science and d'investissement et ça, c'est technology très difficile et functionality donc je pense que, bon, la complicates fonctionnalité, la what science et also la has this technologie, tout political and ceci economic complique side to it. ce que Um, I don't think ce that côté économique solving et this with politique technology completely et will always je solve ne pense pas que résoudre all the other les problems in questions its own way. technologiques But I think it would help serait une to baguette advance magique pour tous and nos problèmes, clarify mais je how pense que we ça do that. pourrait Because if we aider don't à clarify avancer that, then et the permet issue de of mieux loss and damage clarifier, becomes car si way on ne too clarifie complicated. pas ces questions de There's pertes et no dommages, balance to it. So et it's alors ce hard sera un for problème, on some of va the market dire, sans participants fond, il to n'y aura commit pas de or limite à countries to commit ceci. and say, Et yes, we donc, are open to pour les dealing pays les plus liability riches, ils protected for you. pourraient dire I oui, think on est prêt à advancing assumer that la space is responsabilité de really tout, important mais for us all. je pense And I qu'avancer know dans there's ce a lot of domaine work being est done in that véritablement space. important And pour nous it's tous. a hard, Et il y a beaucoup de because travail qui a part of déjà it's été science, effectué part dans of ce it's art, sens. part of it's Et c'est politics, right? difficile But parce these qu'il y a une different partie Are you de putting science, une partie de are you politique. putting together Et some donc, thoughts, personally on this as to how you et want to go about quelle serait disentangling these different votre opinion elements? personnelle là-dessus, well, it's something that I've c'est-à-dire been sur la sort of façon dont on passionate peut about démêler throughout tous my ces différents career. éléments? Right. How do Écoutez, you moi, think ça me about passionne using the tools depuis des and années et c'est de voir comment initially it was on sort of peut to figure faire out, well, ces how does choses. it Et affect au some départ, type of good and c'était how do you la assess façon it and increase the la façon de likelihood trouver in terms of, well, comment are you affecting pouvoir good? évaluer les vulnérabilités et le So déclin des it's something I vulnérabilités. sort of engage Et in bien whenever sûr, I get an de voir opportunity to comment dig les into it investissements because I peuvent think être it's so efficaces. important and Donc, so it's so euh, passionate. But at this point je, now, it's not je sort of pense que as c'est vraiment très très although I important think et central increasingly at dans mon Microsoft, travail we're maintenant de also thinking rassembler tous about ces how éléments. do these Et je pense tools build matters. chez And so Microsoft, in nous that sense, I do think there's a réfléchissons role for véritablement science and comment on peut technology. euh, So here's contribuer et one apporter aspect of notre it. pierre à l'adaptation dans le monde Fantastic. et de rassembler la Um, science et la so, technologie. you've been Donc, talking about technology, and that has been, at a merci, time of fantastique. Donc, on complicated va reparler de la international relations, technologie, mais actually a euh, relatively positive nous story vivons with some un temps de relations climate-tech-building, perhaps internationales more than other compliquées forms of et tech, donc on entend des and histoires innovation plus all over the positives de place. l'explosion un There's peu de la clearly opportunities technologie sur for le business leaders climat et d'autres also, formes de technologie, increasingly d'innovation acknowledging their pour part avoir de in tackling l'énergie this propre, crisis. At etc. Et on the voit same également time, que les responsables we also des see entreprises growing scrutiny of the prennent private part à leurs sector's commitment responsabilités, to mais actually parallèlement à competitiveness of ceci, on where voit que le what secteur they're privé est de doing plus en is plus real extreme losses. And examiné et scruté perhaps pour to sort of voir si start leurs before actions going into more climatiques sont detail about réelles ou si Microsoft, c'est so du where do you see the greenwashing. state right Donc, now of est-ce que, the private sector? avant I know it's a de very voir big concept, the réellement private sector, les but engagements de business Microsoft, leaders' kind of ou attitude to comment voyez-vous climate. le Are secteur we privé? C'est actually un très seeing grand concept, je changing sais, mais shifts quelles sont taking place? les attitudes des dirigeants des entreprises? Est-ce que vous voyez I véritablement un think that across the changement board, véritable the qui private s'opère sector dans is ces deeply secteurs? engaged on this issue. D'une And façon it's générale, le moving beyond secteur privé est what très is a engagé là, dans initially cette a question reputation issue. et You had ça a some dépassé ce qui était au départ simplement une but I question think de it's also a réputation. survival issue for Il fallait organizations. comme And promouvoir ce greenwashing, mais maintenant c'est une both question de survie because pour there's a les recognition entreprises that companies need to et address this parce qu'il y a une internally. reconnaissance que ces entreprises doivent traiter ceci de façon interne et en raison des risques qui pèsent sur la transition et des risques physiques. C'est un But monde où also tout le monde doit faire therein face et s'ajuster à cela, essentially service mais industry également has il y emerged from a competition une industrie de services de if durabilité the qui est company's émergente direction et doesn't où il y a de la have a compétition. component of meeting Et those si needs. la direction d'une It's not entreprise all n'a pas des competition, but éléments pour faire face à across the ces board, besoins, je ne dis pas que toutes les competition, entreprises l'ont, mais quand même, hein, managing c'est quand crisis. même assez And I général. equate that Donc, also with c'est pas innovation. simplement gérer Addressing these l'atténuation, mais aussi les risques climatiques. Et il so faut that conserver et part of it, having préserver business la leaders kind of nature, et elles sont protect their conscientes de business ça. in the Donc, context of the business model comment on protège son of the entreprise dans le infrastructure contexte de, is de ce important modèle and commercial, de cette critical. infrastructure Now, commerciale. Et je pense que ceci est un most élément of the challenges and essentiel.
Vous avez parlé des défis de la façon dont on va pouvoir comment est-ce qu'on sait, pardon, que ce n'est pas simplement du green washing? Il y a un besoin d'une grande transparence et cette demande de transparence est de plus en plus grande et également de normes et de conformité. Et ce sont des choses auxquelles nous appelons d'ailleurs chez Microsoft. Et il faut que l'on accélère ceci. Et une partie de la science et de la technologie nous permet de le faire. Euh, ce, et si on regarde en arrière et où on se demande, pardon, dans 5 ans, comment tout ça va changer, et on regardera en disant, ah, c'est comme ça qu'on faisait. Donc, et voir cette évolution peut être un travail à plein temps, car il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et je pense que ça nous permettra d'accélérer le mouvement. Ce serait certainement de l'intérêt des entreprises de faire ceci de façon authentique et pour le climat, bien sûr, et d'avoir des mécanismes qui leur permettent de bien pouvoir examiner ça. Est-ce que vous voyez que les gouvernements écoutent assez à vos appels pour les normes de vérification, de surveillance et tout ce qui pourrait convaincre le public que tout ceci est réel? Le, le secteur privé a en somme été en avance sur les gouvernements d'une certaine façon, mais comment voyez-vous les réponses des gouvernements pour créer ces outils qui puissent faire face à la question du greenwashing? Actuellement, beaucoup de NGO s'attellent à traquer le greenwashing. Donc, comment voyez-vous que l'écosystème répond à ce défi? À la COP 26, le secrétaire général des Nations Unies a lancé une initiative visant à véritablement euh, embarquer le secteur privé dans cette voie. Et les Nations Unies ne l'avaient pas fait avant. Et donc, ils ouvrent un nouvel espace pour d'autres acteurs. Ils ne l'avaient pas fait au cours des années précédentes. Mais maintenant, ils ont donc convoqué des panels d'experts qui doivent véritablement structurer les orientations et les conseils destinés au secteur public et à des acteurs non étatiques afin que ceux-ci prennent des engagements et puissent être rendus responsables et doivent rendre des comptes. Donc c'est un indicateur de la direction que l'on prend et l'Union européenne, les États-Unis commencent et d'autres commencent à fixer des normes de conformité pour la production de rapports et la divulgation. Donc il y a véritablement un mouvement dans ce sens, mais en termes de technologie, je pense que ça vient surtout du secteur privé. Il y a un rapport qui a été publié récemment, en septembre dernier, je crois, qui a été publié par l'Académie nationale des sciences et qui a apporté ses engagements à l'échelle mondiale pour essayer de donner ensemble à toutes ces sources d'informations sur les gaz à effet de serre et pour que ceci serve à la prise de décision et à la vérification et à des processus de divulgation. Et l'un des messages clés de ceci est que euh, la direction de l'avenir, c'est la direction de laquelle on doit aller vers l'avenir. Et il faut que l'on accélère afin d'être capable d'avoir des informations fiables et vérifiables sur les gaz à effet de serre. Et donc, cette façon hybride va nous permettre de la faire en combinant les données sur les activités avec les données atmosphériques et de faire ça avec des modélisations et d'une façon transparente qui puisse être vérifiée. On a des projets en la matière. Euh, on peut dire qu'on va peut-être pouvoir prendre cette direction, mais on n'a pas assez d'informations pour l'évaluer. Et donc, je pense qu'il faut qu'on travaille dans cette direction. Euh, il y aura certainement besoin de partenariats public-privé. Le secteur privé doit jouer un grand rôle dans ce domaine, dans cet espace. Donc, je pense que la combination des partenariats public-privé avec la science et les technologies, avec les gouvernements, est essentielle pour pouvoir fixer des mécanismes de confirmation et tout ça nous permettra d'aller de l'avant.
Nous pourrions peut-être maintenant approfondir dans la promesse stupéfiante et formidable qu'a fait Microsoft il y a quelques années de devenir d'avoir des émissions net négatives à l'horizon 2030, à la fois en réduisant les émissions, en les coupant. Et je me rappelle que Microsoft avait un blog très intéressant qui parlait de ces défis, mais également il faudrait éliminer les émissions historiques, c'est-à-dire le carbone qui est déjà dans l'atmosphère. Et donc, qu'avez-vous appris de ces opportunités d'élimination du CO2? Je sais que tout ceci va vite, mais où pensez-vous que nous en soyons en ce moment sur l'élimination du CO2? Nous nous sommes engagés dans l'élimination du CO2 sur différents fronts. Nous avons un fonds qui ramasse des milliards pour ceci et qui investit dans les réductions du carbone et l'élimination du carbone. Et il n'est pas uniquement, il est surtout basé sur les technologies, mais pas uniquement. Le captage direct dans l'air et le stockage, par exemple. On investit également dans Climeworks et de leur nouvelle usine en Islande. Nous voyons également ceci dans ce contexte. Nous avons un programme qui achète, comme vous le savez, des énergies renouvelables et on s'engage à ceci donc dans le contexte de nos politiques, nos politiques. Donc, je pense qu'on innove dans nos propres installations où on voit, on élimine du CO2 de nos différents sites. Oui, on contrebalance et on a une institution de recherche formidable chez Microsoft avec mon équipe travaille avec pour pouvoir lier tout ceci aux sciences de la durabilité. Et c'est véritablement passionnant d'ailleurs de réfléchir à tout ceci car il faut le voir comme un ensemble et le voir sous différents angles. Mais donc pour ce qui est du domaine technologique, il y a besoin de cet investissement. On en est au premier stade. On continue à avancer sur tous ces fronts et ces volets. Mais donc nos achats personnels en termes d'élimination de CO2 et nos propres investissements sont surtout ceux qui sont basés sur la nature. En particulier parce que en raison de l'approvisionnement, en raison de l'ensemble des prix de cet approvisionnement. Donc et ça va rester vrai pendant un certain moment, car oui, on voit que l'augmentation de l'approvisionnement de grande qualité et les revenus générés par cet approvisionnement d'élimination basé sur les technologies est encore un petit peu à la traîne, va prendre encore des années. Donc dans le contexte des solutions fondées sur la nature pour l'élimination du CO2, le défi, c'est qu'il y a un approvisionnement assez limité d'élimination de grande qualité. Et une partie du défi, c'est que c'est assez dur de trouver les bons approvisionnements car on n'a pas les structures, même si on a une équipe croissante qui travaille à plein temps pour essayer de voir quelle est la meilleure qualité. Et j'ai été très impressionnée par la rigueur de notre équipe. Pardon, j'aimerais que vous nous en disiez plus sur votre façon d'évaluer la qualité des solutions fondées sur la nature. On passera ensuite à la technologie, mais on voit que ces solutions fondées sur la nature sont de plus en plus scrutées à la loupe et dans beaucoup de cas, elles sont rejetées et on voit ces compensations fondées sur la nature comme quelque chose qui ne vaut rien. Et en même temps, il y a des efforts et une volonté faite qu'on voit à travers différentes politiques, en particulier dans l'Union européenne, d'aller dans ce sens. Donc, comment on peut quantifier cette bonne intégrité ou mauvaise intégrité J'imagine que comme une entreprise, vous avez votre science interne, mais vous êtes également face à un ensemble déroutant d'approches et de solutions. Donc, quelles normes utilisez-vous pour décider ce qui est les bonnes éliminations et les mauvaises éliminations? Je sais que c'est un peu simple et un peu binaire dit comme ça.
Et je pense que l'une des grands prismes ou des grandes, lorsque l'on voit toutes ces propositions, la première lentille, le premier prisme, c'est de voir que la plupart des solutions fondées sur la nature pour le carbone évitent les émissions, les contreparties d'émissions, mais ne font pas l'élimination du CO2. Donc nous, par exemple, nous avons limité nos achats à l'élimination du carbone. Et ce premier prisme est parfois difficile en tant que tel, car on nous demande de faire de l'élimination dans ce contexte, mais ensuite il faut voir, évaluer ce qui est élimination ou pas. Mais l'une des grandes questions dans ce domaine, c'est la question de la permanence et des fuites, et ça s'additionne bien sûr à tous ces éléments. Et nous, euh, nous sommes de plus en plus conscients, et je crois vraiment qu'on a besoin de reconnaître qu'on ne peut pas se fonder simplement sur les investissements dans les solutions fondées sur la nature comme des solutions permanentes. Et la nature ne peut pas offrir des solutions permanentes. Donc lorsque l'on réfléchit à nos investissements, on a un certain pourcentage qui nous semble concerner un moyen fiable et permanent, et peut-être à plus court terme, et tout en comprenant qu'il faudra passer à un plus grand pourcentage de cette moyen renouvelable fiable, pardon. Mais il faut être face à la réalité, et donc savoir qu'un certain stockage temporaire, le stockage par exemple par les forêts du carbone est temporaire, et donc il y a des zones tampons, et on va commencer à innover et à réfléchir à ce qui serait une façon peut-être plus large de faire tout cela, et on cherche encore avec mon équipe, qui a fait une recherche formidable avec des logiciels de modélisation pour voir ce qu'il en serait dans le contexte planétaire avec des modèles climatiques. Et on a modélisé la valeur du stockage temporaire en le comparant à ce qui serait un stockage permanent. Mais au lieu de faire ça, donc de le comparer avec un pic de température. Donc par exemple, il y a une analyse qui est la suivante, c'est que si on stocke du carbone dans des forêts ou pendant 30 ans, disons, et que l'on est ainsi capable d'atteindre un pic des températures à ce moment-là, alors à partir de là, il y a encore une valeur parce que ça nous permet de couper ce pic. Donc ça ne remplace pas les émissions de carbone des combustibles fossiles, mais c'est un complément. Et cette approche consiste à réfléchir et à reconnaître la valeur de la nature pour en quelque sorte couper ce pic des températures et de ne pas le voir comme l'équivalent à la permanence et un stockage permanent, mais de le voir comme un élément essentiel pour avoir un impact sur le climat, et de le voir comme un complément pour réduire nos émissions. Et je pense qu'il faut intégrer ceci dans nos politiques et que c'est crédible. Et une autre chose que je veux dire, c'est qu'on voit également comment on peut intégrer ceci et avec la biodiversité. L'idée, c'est que la nature doit faire partie de la solution pour le climat. Ça nous apporte l'élimination du carbone, ça nous apporte un stockage du carbone, elle est essentielle pour la résilience. Et si on ne pense pas à ceci d'une manière holistique et complète, et comme une part de la solution complète, on sera tous dans le pétrin. Donc je pense que je crains que ces questions sur les défis des investissements de la nature pour les solutions climatiques soient un greenwashing qui nous éloigne des solutions fondées sur la nature.
Donc, je travaille vraiment avec mon équipe et des chercheurs pour chercher une façon qui caractérise la composition de la nature aux solutions climatiques d'une manière efficace, plutôt d'essayer de la mettre dans une boîte, de l'oublier en quelque sorte et d'attendre d'avoir des normes qu'on ne pourra finalement pas atteindre. Une question peut-être délicate, mais qui est de voir que comment vous pouvez mettre ceci dans une équation qui dirait que Microsoft va avoir des émissions nettes négatives, alors que c'est peut-être dans 30 ans. Donc, pour le dire de façon plus simple, dire que nous en sommes à tel ou tel moment de notre bilan carbone. Mais donc, vous avez fait donc une déclaration, mais cette promesse, elle est liée à des formes non permanentes d'élimination du CO2. Donc, comment pouvez-vous faire cette déclaration? Et comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec des personnes au niveau interne, externe, et nous y réfléchissons dans un contexte plus large. Et par exemple, le point de vue de mon équipe là-dessus, qui réfléchit à la science qui est derrière, eh bien, si on pense par exemple à l'effet cumulatif d'une période de 10 ans, et pour donc un élément qui va être temporaire. Et disons qu'on a d'abord un besoin très urgent de protéger la nature maintenant, et si on y réfléchit à plus long terme, euh, quelle va être la fenêtre temporelle pour pouvoir réfléchir à ceci? C'est pas un an, et 100 ans, c'est pour ce qui va être permanent. Mais si l'on pense ceci dans le contexte d'un pic de température, ça ça relie le long terme avec le long terme et avec la réduction des émissions. Donc, si on a un pic de température, ça veut dire qu'on a effectivement réduit nos émissions de combustibles fossiles également. Et dans le contexte de donner un crédit carbone à cela, on peut voir le cumul de ces différentes pièces, mais on n'a pas un contrat de 1000 ans, c'est réaliste, sauf pour le captage direct dans l'air et le stockage. Donc, on peut penser à un élément à court terme ou à long terme. Et si on veut faire une équivalence à long terme, il faut en quelque sorte répéter cet élément à court terme. Donc, en quelque sorte, ils s'empilent les uns ou les unes sur les autres, mais dans ce contexte d'une fenêtre temporelle courte, qui n'est pas d'un an, car un an, ça ne va pas vous aider. Mais on peut réfléchir penser à dire à 30 ans dans l'hypothèse ou en espérant dans l'hypothèse où nous sommes dans une position qui nous permette de réduire également les émissions de combustibles fossiles. Et dans ce cas-là, on est gagnant. Et l'autre élément auquel on peut réfléchir maintenant, c'est que nous avons maintenant une structure qui est très binaire, c'est-à-dire que l'on dit, nous avons ces contraintes de ce qui est permanent, de ce qui va être additionnel, de ce qui peut être une fuite, et donc il faut dire oui ou non. Et ça nous met tous sur une ligne où il faut choisir oui ou il faut choisir non. Je pense qu'il faut que nous sortions de cette logique et de cette approche binaire dans le système de crédit, et en le faisant, on pourra avoir un spectre plus large de la valeur et examiner la probabilité d'atteindre ceci ou de cela et de créer des zones tampons qui nous permettent de pouvoir saisir la valeur de ces éléments à court terme. Ce n'est pas simple, mais je ne pense pas. Je pense qu'il faut repenser la façon de faire les choses, pas simplement d'apporter de légères modifications et d'essayer de résoudre la quadrature du cercle. Nous pourrions maintenant nous tourner vers les approches technologiques d'élimination du CO2. Vous avez parlé de la DAX, le captage direct dans l'air avec stockage de carbone, et vous investissez dans Climeworks, qui a certainement attiré beaucoup d'attention dernièrement. Il y a aussi d'autres approches, des hybrides, comme la bioénergie avec captage du carbone, et également d'autres idées, comme la régénération des sols, le biochar ou l'altération accélérée. Et donc,
qui ont été mises d'ailleurs en avant dernièrement par la loi des États-Unis sur la réduction de l'inflation, qui a envisagé d'apporter son appui à ces technologies. Mais vous avez dit qu'on ne voit pas véritablement que ça va devenir concret d'une façon importante pendant un moment. Donc, à votre avis, où en sont ces technologies et combien de temps va-t-il falloir attendre avant de les voir déployés à plus grande échelle avec et je serais également très intéressée de voir ce que de quoi rêvent vos équipes? Vous avez peut-être de nouvelles approches dont on n'a pas véritablement entendu parler et les entreprises travaillent pour éliminer ce carbone de leur exploitation en quelque sorte. Donc, comment voyez-vous la taille de de cette élimination technologique du CO2? J'aimerais tout d'abord souligner qu'on ne va pas faire machine arrière là-dessus. Ça va être fait il va falloir le faire à grande échelle d'ici à la moitié du siècle, mais ça- mais il faut réduire d'au moins 90% de nos émissions à l'échelle globale. Euh, J'aimerais vraiment mettre l'accent sur le fait que il faut nous consacrons beaucoup d'attention à l'élimination du CO2 car nous nous sommes engagés à éliminer toutes les émissions que nous avons créées depuis la fondation de notre entreprise. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous voyons qu'il y a un rôle à l'intersection de la science et de la technologie et que il faut créer des conditions favorables pour tout ceci. Donc, je veux vraiment souligner ceci. Dans le contexte de la technologie, je pense que beaucoup de personnes chez Microsoft croient en cela aussi. Je ne parle pas au nom de la compagnie tout entière, je ne fais pas une déclaration officielle, mais je pense que beaucoup de personnes partagent ce sentiment et que les technologies élémentaires qui vont nous permettre de réussir dans l'élimination du CO2 existent probablement déjà. Il va falloir la peaufiner. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de percée, mais je pense que ce qui va être fait à plus grande échelle à la moitié du siècle sera une version améliorée de ce qui existe déjà sur le marché aujourd'hui. Ceci étant dit, comme je le disais, nous avons la recherche de Microsoft qui a un programme de recherche sur la durabilité et je travaille avec mon équipe pour fixer l'ordre du jour et l'agenda et l'un des plus grands sujets à l'ordre du jour, c'est la réduction l'élimination du CO2. Et ce qui est essentiel pour ceci, c'est la formation et la recherche avec l'intelligence artificielle fait des merveilles pour accélérer les recherches scientifiques. Et je pense qu'on peut faire une analogie avec tout ce qu'a fait l'intelligence artificielle pour accélérer la découverte des vaccins contre le Covid. Et donc, cette capacité à accélérer et à examiner et explorer de nouvelles émissions d'opportunités qu'on ne pouvait pas faire sans l'intelligence artificielle. Et ça, c'est vraiment passionnant. Mais il faut également travailler avec des personnes qui sont sur le terrain afin d'avoir leurs commentaires. Et c'est l'une des choses qui est sortie de notre recherche sur le climat de Microsoft, de notre initiative qu'on a lancée l'année dernière. Et donc, on commence à travailler avec des personnes du monde entier pour pouvoir tirer parti des connaissances de Microsoft en intelligence artificielle, en tirer profit. Donc, je pense qu'on arrive en quelque sorte de goulot d'entraînement pour les technologies qui existent et pour l'information à la matière, non simplement Et bien sûr, ce sont des défis qui sont intégrés dans notre chaîne d'approvisionnement et, et nous investissons plutôt dans cette recherche d'informations. Et sur le plan de nos opérations, nous devons intégrer ces éléments dans nos infrastructures. Et c'est pas nécessairement en Islande, mais il faut voir comment on peut être plus opérationnel avec tout ceci. Donc là, je pense qu'il y aura des avancées dans le biochar ou de l'altération accélérée, mais je pense que la structure principale me dit qu'elle sera là et qu'elle peut être déjà là.
C'est un domaine passionnant, mais en même temps, nous voyons une augmentation des températures, une augmentation des émissions de CO2, des effets, des impacts climatiques qui sont de plus en plus intenses. Donc, étant donné ces risques, certains scientifiques explorent le potentiel de la modification du rayonnement solaire, la MRS, qui consiste à refléter une petite partie de la lumière solaire entrante dans l'espace. Mais bien entendu, ces idées s'accompagnent de leurs propres risques et de leurs propres incertitudes. Et le défi est de voir si ça pourrait être une option pour réduire les risques et comment on pourrait mesurer cela en fonction d'un certain nombre de paramètres. Quelle est votre opinion sur la modification du rayonnement solaire, la MRS, et d'après toutes les recherches que vous avez pu connaître ou faire? Euh, Si je devais faire une réponse simple, je dirais que je ne suis pas pour la MRS. Ceci étant dit, je suis pour le renforcement de la compréhension des risques et des opportunités que ça présente et des défis de gouvernance et de voir comment les décisions pourraient être faites. Je pense qu'il est essentiel de pouvoir. Et comme vous savez, je suis impliquée avec C2J, mais au C2G, j'aimerais voir comment on peut aller en avant sur ces sujets. Mais il faudrait installer la structure qui nous garantisse de mener nos recherches scientifiques d'une manière tout à fait sûre, en toute sécurité. Et il faut reconnaître que il faut que ça fasse partie de l'éventail des défis. Et ça ne veut pas dire que les ensembles de solutions qu'on examine ne sont pas celles qu'on va spécialement choisir. Et parce qu'avant, on parlait de l'atténuation et l'adaptation étaient comme une note en bas de page, et ensuite elles ont été sur un plan d'égalité, et maintenant on parle de l'atténuation avec l'élimination du CO2. Et avant, l'élimination du CO2, c'était complètement incroyable. Et ça paraissait une idée échevelée. Maintenant, c'est presque mainstream. Donc, il faut voir la question aussi des pertes et des dommages, des dégâts et voir comment la MRS et tout le reste peut faire partie de la discussion. Mais ceci étant dit, je disais donc, je dirais plutôt non, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir la discussion. De quel type de recherche avons-nous besoin, à votre avis? Quelle façon pour pouvoir financer et faire la gouvernance de ces techniques? Euh, je suis pas dans je ne connais, j'ai pas une connaissance approfondie et qui permette de présenter un agenda de recherche pour la MRS, mais je pense que l'un des éléments principaux de tout ceci, c'est le besoin de commencer à avoir une discussion et un débat sur sur ce à quoi ressemblerait le monde si on dépasse le réchauffement de 1,5 degré ou 2 degrés. Et on ne peut pas perdre l'espoir. Et je ne pourrais pas avoir travaillé 25 ans dans ce domaine et ne pas être optimiste. Autrement, je me serais écroulée depuis fort longtemps. Mais je pense que nous avons besoin de discussions plus larges sur la science et des discussions politiques sur ce qui arriverait. Et ce ne sont pas simplement sur les impacts qui sont attendus, mais également dans tout ceci, il y aurait la MRS, les dommages, les migrations à grande échelle, les points de bascule du climat, tout ceci étant lié les uns aux autres. Et moi, j'avancerais qu'une partie de la recherche, de l'agenda et de financement de la recherche, c'est de voir également comment on peut intégrer cette prochaine phase. Et d'ailleurs, vous avez le rapport spécial du GIEC avec le réchauffement à 1,5 degré qui a été publié il y a quelques années. Comment on peut placer ces questions du rapport spécial qui dépasse peut-être d'ailleurs le point de vue du GIEC, sans saper pour autant les efforts de continuer à rester sous la barre des 1,5 degré.
je pense qu'on peut le faire sans saper ceci, car sincèrement, c'est tellement effrayant, tel qu'on le voit dans les grandes lignes, qu'il faut renforcer ce besoin. Mais je pense pas que la MRS puisse être en dehors des éléments. Voilà, c'est ma position. Et il y a eu une grande réticence à reconnaître qu'on a atteint ce réchauffement à 1,5 degré, mais ça change et ça c'était jusqu'à l'année dernière. Mais là, on a en quelque sorte franchi une ligne car on voit de plus en plus de rapports des États-Unis, des Nations Unies, des scientifiques, même dans les médias. Et il y a même la Commission sur le dépassement global qui essaye de faire face à cette réalité, mais on sait que maintenant qu'on va dépasser certainement, enfin plus que certainement sur 1,5 degré. Donc, on parlait de ce que le Sud peut gagner, a le plus à gagner ou le plus à perdre. Et comment est-ce qu'on pourrait mieux intégrer les pays du Sud global dans ces conversations qui concernent la MRS et les autres sortes de choses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir et pour inclure le Sud global dans cette conversation? Et au fur et à mesure qu'on élargit le débat sur ce que euh, le monde serait et comment on va faire face à un monde où il y a un dépassement de 1,5 degré ou de 2 degrés et de voir où est un peu la limite, car même les modèles parlent beaucoup d'ambition, vous savez. Euh, Bien sûr qu'on a toujours besoin de plus d'ambition, mais en réalité, si on dirige notre énergie pour motiver plus d'ambition, on devrait la diriger vers la mise en œuvre dès maintenant, si vous voulez. L'ambition, ça, on sait faire, je dirais. Mais les modèles nous disent qu'on s'achemine, vers on s'achemine, c'est probablement vrai si les personnes sont prêtes à mettre en œuvre leurs ambitions. Et il y a encore des incertitudes, et je sais que certains des scénarios du GIEC avec les émissions les plus élevées, même si certains sont vus d'une façon un petit peu irréaliste, ça ce serait l'objet d'une autre discussion passionnante. Mais donc ceci étant dit, alors qu'on commande à regarder ce monde où il y aurait plus d'un degré 5 ou 2, même un dépassement au-dessus de 2 degrés, ces questions qui émergent sur l'équité vont être de plus en plus centrales. Et je pense donc que cette discussion et cet agenda doit mettre l'équité au centre, car autrement on ne va pas réussir à assembler tous ces différents éléments ces différents éléments. Et il faut que ce soit vraiment au centre de nos discussions. Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? C'est intéressant de voir, comme vous le disiez, que j'ai été la directrice exécutive de Future Earth, qui est un réseau international de chercheurs et d'innovateurs qui vise à soutenir des politiques et des actions en faveur de la durabilité. Je me souviens que et on m'a proposé d'être directrice exécutive, et j'ai dit non, 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 vous avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vienne des États-Unis qui soit à la tête de cette organisation. Il faut que ce soit conduit et dirigé par quelqu'un d'un pays du Sud global. Finalement, j'ai assumé ces fonctions pendant quelques années. Je pense que maintenant, la réalité, c'est que nous avons véritablement besoin d'entendre et d'avoir des voix qui soient au centre. Nous avons Future Earth s'est étendu maintenant au pays du Sud global, mais et il y a maintenant un centre en Inde et un autre en Afrique, et le réseau s'étend en Asie aussi. Et je pense que cette sorte de compréhension centrale de quelles sont les questions dans ces domaines, alors que on s'achemine avec de ce monde où on ne sait pas véritablement ce qui va arriver, ça va être véritablement essentiel et pour aller de l'avant.
Et c'est pas simplement le GIEC ou Future Earth, mais il faut voir comment on peut faire travailler ensemble la science, la technologie, la police, la politique, pardon, les affaires. Et pour ça, il faut vraiment changer notre état d'esprit. Et il faut que ce soit un point de vue qui soit très sur de bonnes bases. Et donc peut-être que je suis en train de contourner votre question, je réalise, mais je pense que c'est vraiment un élément fondamental et de notre état d'esprit. Et c'est difficile à faire, mais il faut vraiment changer notre état d'esprit en la matière. Je réalise que nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. J'aimerais terminer sur la note d'optimisme que vous avez citée. Vous avez dit que vous réussissiez à rester optimiste. Comment je suis ces jours-ci, j'écoute une sorte de compilation sur la science de Greta Thunberg, sur l'application Audible, et le panorama est plutôt maussade. Donc, comment est-ce que vous gardez ce sens de l'optimisme? Vous tournez-vous vers certaines philosophies? Avez-vous certaines pratiques que vous faites, des astuces? Eh bien, je crois qu'il y a 3 choses qui me maintiennent optimiste. La première, vous avez parlé de Greta Thunberg, c'est la jeunesse. Moi, j'ai des enfants qui maintenant ont 20 ans et ça fait 5 ans qu'ils s'impliquent véritablement dans les questions climatiques et dans l'activisme, le militantisme. Et il voit l'importance de la justice sociale à cette intersection euh, et la profondeur et la passion de cette transformation qu'ils voient et qu'ils voient eux et leurs amis et qu'on l'on voit dans le monde entier. Mais moi j'ai une connexion, évidemment, un lien particulier avec mes enfants. Je pense que c'est inspirant. J'étais moi-même activiste et militante quand j'étais jeune, mais la profondeur de la compréhension de ces questions complexes qu'a la jeunesse actuellement me donne de l'espoir. Et bien sûr, ça me motive parce que c'est l'engagement qu'on a à l'égard de nos enfants. Ensuite, ce qui m'inspire, c'est dans le domaine de la science et de la technologie. Pendant longtemps, la science avait ses modèles et on disait, oh mon Dieu, si on n'applique pas ça à la politique, on va dépasser les 6 degrés de réchauffement, etc. Et c'est vraiment effrayant, mais je pense qu'un endroit comme Microsoft, où on se trouve au croisement des innovations incroyables en technologie avec la science de la durabilité, donc ça nous permet de penser sans avoir d'idées préconçues et véritablement d'être capable d'imaginer des changements complètement révolutionnaires sur les modèles d'affaires. Et je pense que c'est passionnant. Bien sûr qu'il y a tout un tas de contextes et d'éléments dont il faut prendre en compte. Et enfin, c'est le monde des affaires et des entreprises. Je crois véritablement que le secteur privé a un rôle très important à jouer pour qu'on réussisse tous à ceci. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de défis, mais je pense que c'est un rôle et qu'il faut véritablement repenser nos modèles commerciaux. Et chez Microsoft, on aide à intégrer la transformation numérique pour aider les autres à revoir et repenser leurs modèles commerciaux. Amy Lewis, merci d'avoir été avec nous. Merci Marc, j'étais ravie d'être avec vous.